Salut, ça va très bien. Et toi? Super, ça va, ça va. Peut-être Noémie, pour entrer dans le vif du sujet de notre webinaire, peut-être rappeler un petit peu le previously, ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents. Ouais, ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Tu as rappelé les dates. Effectivement, on a eu en premier lieu entreprendre en alimentation. Donc, on a présenté une maison de l'alimentation qui était sur Brest, qui s'appelle la MADA Brest, donc qui est vraiment tournée vers la démocratie alimentaire. Ensuite, on est allé voir Atis, qui accompagne l'émergence et le développement d'entreprises sociales, donc par le biais d'un incubateur et par le biais d'une fabrique à initiative. Sur le webinaire 2, en fait, on s'est intéressé à agroécologie et solidarité. Donc, on a eu un témoignage de APF France Handicap qui font un super projet qui s'appelle Bouge ta conso sur Liévin, qui réutilise des espaces verts inexploités et vraiment avec une dynamique inclusive pour les personnes en situation de handicap. On est allé au Ménadel pour voir ce qui se faisait donc à Los Angeles autour des jardins nourriciers. Et puis, il y a eu la présentation aussi par Jérôme Sergent du projet De Rive en Rêve, qui ont une forêt comestible sur Rumilly, donc pas très loin du Germoire et au pays du Montreuilois. Et voilà ce projet où voilà, la forêt pousse tranquillement, mais ce sera un super support pédagogique et d'inclusion pour pas mal de gens à la campagne tout autour. Et le troisième webinaire, on a fait intervenir Gaëlle, qui venait de Romans-sur-Isère et qui nous a présenté un chouette projet de conserverie locale et solidaire qui était monté au départ par des centres sociaux et qui finalement a fait évoluer son modèle économique voilà, pour pouvoir tenir et qui aujourd'hui est un vrai outil de territoire, de sensibilisation au service aussi des producteurs locaux qui peuvent transformer rapidement leur surplus. Et donc, c'est très inspirant pour Marmite, parce qu'on a réfléchi à ça aussi. Et puis mes locaux, qui est une place de marché en ligne et qui favorise vraiment le lien par la livraison à domicile des producteurs locaux. Donc, voilà ce qui était fait, les 3 webinaires précédents. Merci Noémie, c'est important peut-être de rappeler que donc du coup les thèmes des séminaires, oh là 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 là, les thèmes des webinaires ont été choisis suite à un sprint de créativité. Ben voilà, c'est ces sujets qui étaient sortis lors d'un sprint de créativité. Tu peux peut-être en dire deux mots? Ouais, toutes ces idées, elles sont issues du marmiton. Donc, le marmiton, c'était 3 phases. L'an dernier, de avril à juin, c'était un diagnostic de perception. C'est quoi les enjeux de l'alimentation, relatifs à l'alimentation sur votre territoire? Donc, on a interrogé des gens vraiment différents, des acteurs un peu clés, des habitants. De la journée de co-créativité le 10 octobre, qui a réuni une centaine de personnes vraiment d'horizons très différents et qui ont créé ensemble des idées avec des super animateurs qui étaient là pour entourer les groupes. Et donc ces idées-là, elles ont été revues et challengées par un groupe d'experts. On en sort 10 beaux projets qui font l'objet d'un carnet de projets, donc qu'on vous distribuera, enfin qu'on vous enverra, pardon, à la fin du webinaire. Ce sont des idées en open source en fait, et là maintenant on a à cœur de passer à l'étape de transformation. Donc ça passe par ces webinaires parce que on reparle des idées, on donne des initiatives inspirantes. Ça passe aussi par des groupes d'étudiants qui sont en train de travailler sur les études de faisabilité. Donc là, ils viennent de l'ISA, de Junia, et c'est bientôt leur soutenance. Là, donc c'est la dernière ligne droite, c'est mardi. Et puis à partir de la rentrée, on aura des étudiants d'Unilassal aussi qui vont travailler sur ces projets et qui vont même passer à des phases de prototypage. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et la phase suivante, c'est on met en terre toutes nos idées et puis on les implante dans ces projets. Donc on espère bien se voir sur tous les lieux qui sont un peu emblématiques de la marmite et puis surtout de refaire un autre marmiton qui sera certainement un beau temps d'accélération de ces projets. Merci Noémie. Et donc, du coup, aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est le vivre ensemble. Je me souviens d'ailleurs très bien au Marmiton que c'est un sujet qui était
pleinement sortis, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'envie, en se disant que le vivre ensemble en milieu rural est un enjeu qui est absolument indispensable. Et on s'était dit, mais comment est-ce que, si on entrecroise vivre ensemble et alimentation, comment on peut favoriser en fait des connexions sur le monde rural. Peut-être quelques mots sur ce thème, Noémie, une contextualisation peut-être en tout cas que des convictions. Ouais. Ouais, je voulais revenir un peu et à reprendre la casquette un peu sociologie parce que c'est hyper important. On se dit toujours, oui, on bouffe ensemble, c'est convivial, mais ça va bien au-delà de ça, quoi. Et il y a Christine qui est souvent présente au webinaire et qui nous a laissé un petit mot et je voulais vous le dire parce que je trouvais que c'était mignon. Elle dit les échanges de graines, de plants, de confitures, de pâtés de lièvre, de bouquets de fleurs, de fruits mûrs, de paniers de légumes, d'œufs frais sont des gestes d'amitié qui permettent un jour de se retrouver autour d'un repas partagé autour d'une table, dans l'écoute et dans la fraternité. Et je trouve que ça représente vraiment cette idée de la solidarité et du don à la campagne. Enfin, quand on a grandi à la campagne, on est vraiment habitué à ça, quoi. À cette forme d'échange qui a toujours existé parce qu'on autoproduisait beaucoup et que forcément, quand on autoproduit, bah, parfois on a des surplus. Donc, le donner à son voisin ou à sa famille, c'est assez naturel. Et puis aussi de récupérer ce que la nature apporte, les mûres, les noisettes, les champignons et les partager, quoi. Donc, il y a un réflexe vraiment de lien social qui est fort autour de ça et qui signifie quelque part je te reconnais, je t'apprécie et même je te remercie, quoi, par une forme de don alimentaire. Après, il y a ce don et le contre-don aussi. Et l'idée de la réciprocité, elle est hyper importante parce que dans cette idée de réciprocité, on dit à l'autre, je te reconnais, tu appartiens à un groupe, tu appartiens à la société. Et donc, ce partage de manger ensemble et de préparer la nourriture, c'est aussi parler le même langage. Et pour beaucoup de gens qui se sentent en situation d'exclusion ou d'isolement, c'est crucial en fait de sentir qu'on parle le même langage et qu'on est écouté. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à ça, quoi, à l'acte alimentaire comme moyen de découverte de l'autre et comme zone d'ouverture. Et, et une des formes des sociabilités les plus connues, c'est l'apéro, parce qu'on boit ensemble et c'est le premier sas de sociabilité. Et après, il y a la commensalité, donc c'est partager un repas ensemble, quoi, commensa, partager la table. Et là, on partage de l'intimité, donc avec un degré de formalisation plus ou moins fort. Soit c'est à la bonne franquette, soit c'est avec une nappe et des beaux couverts. Mais on voit bien qu'on met en scène une partie de soi, quoi, à travers le repas. Et le dernier étage, c'est de préparer ensemble un repas. Parce que là, on passe un cap et on dit, je suis à côté de toi pour préparer un repas qu'on va partager ensemble. Et je trouve qu'on a vraiment accès à encore plus d'identité parce qu'on voit comment l'autre prépare, quelles sont ses habitudes. Et ça permet vraiment d'accéder à la culture des gens et à l'ensemble des rituels qui nous ont été transmis ou qu'on a appris, quoi. Et en fait, on va voir à travers les projets qu'on va vous présenter, là, de la graine à l'assiette et la maison des faiseurs, que c'est vraiment ça qu'ils vont vivre, quoi. C'est, j'arrive avec mon identité et en fait, on se rencontre et on partage et on fait ensemble. Et du coup, on a le sentiment de construire quelque chose qui est plus grand que nous, quoi. Et c'est vraiment cette idée de transmettre et de co-apprendre ensemble qu'on va essayer de montrer aujourd'hui avec à la sauce éducation populaire, avec de l'ESS et avec du coup des projets qui sont hyper partagés et qui sont très inspirants pour nous. Merci Noémie. Quand même, je trouve que introduire ce webinaire en parlant d'apéritif, de table, 20 mai au lendemain des ouvertures de terrasse, ça sonne quand même pas exactement pareil qu'il y a une semaine. Hein. Je ne sais pas vous, mais ça donne quand même envie de sortir. Et voilà. Et juste pour partager une expérience personnelle, hier soir, donc moi, nos bureaux sont à Lille, à Oisem, et hier soir, quand je suis sorti assez tard, que j'ai vu cette place de Oisem avec des concerts et ces terrasses ouvertes bondées. Je me suis dit, il semblerait que la vie, et notamment la vie autour du vivre ensemble, redevient à peu près normale. Juste avant d'aller à la rencontre de Laure, je voulais juste préciser, n'hésitez pas à poser des questions, enfin, c'est ce qui fait la richesse de ces webinaires. Et oui, Verena, on a vu donc la même place de Oisem. Voilà.
C'est exactement ce que je voulais dire, merci. N'hésitez pas à utiliser le chat parce que ce qui fait la richesse de ces webinaires, c'est vraiment la complicité que vous pouvez avoir aujourd'hui avec Laure et Rabia, hier avec les intervenants qui ont fait ces webinaires. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions, à les titiller, à les chatouiller, à les challenger. Enfin, c'est vraiment ça l'enjeu de ces webinaires, c'est vraiment de créer ces moments de complicité. Donc, voilà, Chloé vient de le mettre dans le chat. Vos questions se passent par le chat et puis on les prendra soit au fur et à mesure, soit à la fin, si jamais c'est des questions transverses. Et ben, on demandera à Laure et à Rabia d'avoir une réponse croisée. Et ben, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et donc d'aller à la rencontre de Laure. Bonjour Laure, donc, pour Bonjour. nous présenter le projet de la graine à l'assiette. La parole est à toi, Laure. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est qui tu es, c'est quoi ce projet, en quoi il répond au thème qui est le thème du webinaire. Et puis, je fais confiance à nos participants pour te poser des questions pour rendre ça vivant. Voilà, la parole est à toi, Laure. Ton petit, merci. Ça fait beaucoup de questions. Vous n'hésitez pas à me les reposer parce que je vais perdre le fil. Et puis, comme je parle beaucoup des fois et que je suis partie, n'hésitez pas. Je me présente, je suis Laure. Je fais partie de l'association de la graine à l'assiette. J'en suis salariée et cofondatrice. Moi, je suis une ancienne juriste. Je reprends quand même juste ça, mais parce que voilà, c'est important pour moi. Je suis une ancienne juriste et en fait, moi, le but, et j'ai toujours travaillé dans des associations où le but, c'était de vulgariser, de rendre accessible des connaissances que j'avais à des citoyens pour qu'ils leur permettent d'agir, de pouvoir agir. Et je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai gardé aussi au sein de l'association de la graine à l'assiette. C'était vraiment ça, c'est d'essayer de partir de mon point de vue, parce que je considère, enfin moi en tous les cas, et c'est comme ça que j'agis aussi, même dans mes ateliers culinaires ou dans toutes les actions que je propose, pour moi, personne n'est objectif, on part tous avec son petit bagage. Et donc, je me suis re-questionnée sur ma manière de manger et surtout, je considère aussi que je ne suis pas l'unique et la seule à savoir manger correctement et que du coup, j'ai plein de choses à apprendre des autres. Du coup, l'association, elle est née. Alors, il y avait aussi l'idée aussi quand même. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des associations parisiennes où on luttait contre, en fait. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, et ça m'a pas mal servi aussi, que c'était plus intéressant de proposer des choses positives plutôt que de lutter contre, et que forcément, la vertu de l'exemple valait tous les discours. Et l'association de la graine à l'assiette a un peu été créée là-dessus. Donc, on a été 6 à créer cette association. Il y avait un maraîcher bio. Il y avait à l'époque quelqu'un qui travaillait dans les écoles et qui trouvait justement que les enfants n'avaient pas forcément les bons réflexes au niveau alimentaire et elle ne trouvait pas les moyens, enfin elle trouvait qu'on était beaucoup dans un discours culpabilisant vis-à-vis des enfants plutôt que dans des choses assez positives. Et puis, il y avait quelqu'un qui travaillait beaucoup sur l'environnement. Et donc, nous, on a voulu partir de l'alimentation comme vecteur de partage et parler plus de quelque chose de global. C'est-à-dire que souvent, on prend l'alimentation par le vecteur, ça ne concerne que moi, ma santé. Et pour nous, dans l'alimentation, il y avait beaucoup plus de choses qui étaient dans le collectif, justement. Et donc, on est parti sur l'alimentation et son impact sur l'environnement et donc sur la société. Et donc, de voir justement ce qu'on fait d'un acte individuel, quelle est sa portée au niveau d'une société. Et donc, d'essayer d'en comprendre les enjeux et en tous les cas, les impacts au niveau sociétal. Donc, nous, on a beaucoup parlé de saisonnalité, de localité, de gaspillage alimentaire et de découverte des céréales et légumineuses. Et du coup, ça nous semblait aussi important à tous, quand on a créé l'association, d'être cohérent. Donc, j'ai parlé de la vertu de l'exemple. On a créé un service éco-traiteur au tout début de l'association qui avait pour but de sensibiliser le grand public en ne passant pas par les discours, mais en mangeant ensemble et en mettant en valeur des produits locaux, des fruits et légumes et des choses comme ça. Et en fait, je vais juste donner une anecdote parce que franchement, c'est quelque chose qui a bien fonctionné et on l'a gardé par la suite dans l'ensemble de nos actions. On avait fait un banquet. Alors, évidemment, c'était c'était à base, il n'y avait pas de viande. On voulait mettre en avant les fruits et légumes. Donc, la meilleure façon de le faire, c'était de partir de la cuisine végétarienne avec des produits locaux. Et lors des festivals, souvent, on demandait justement à ce qu'il n'y ait pas merguez frites, parce que sinon, c'est compliqué de faire manger des fruits et des légumes aux gens. Et lors d'un festival, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant mais en fait, il n'y a pas de viande dans mon assiette. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais avoir faim. Donc, on lui dit non, tu reviens jusqu'à ce que tu aies plus faim. On va te servir jusqu'à ce que tu aies plus faim. Et en fait, de lui-même, il est revenu.
Et il nous a dit, mais j'ai super bien mangé, c'était vachement bon. Et je crois que je vais essayer de me mettre un petit peu, je vais dire à ma femme, parce que bon, je vais tomber dans les a priori aussi, je vais dire à ma femme de faire plus de nourriture à base de fruits et légumes et à base de céréales et légumineuses qui sont la base de l'alimentation végétarienne. Tout ça pour vous dire que voilà, ça vaut tous les discours du monde. Alors que j'avais fait des conférences, j'en ai fait plusieurs sur la découverte des céréales et légumineuses et donc sur l'alimentation végétarienne, et toujours à chaque fois, et pourtant j'avais un discours tempéré, je trouve. Bon, après, vous me direz peut-être que non. Et c'était il y a 11 ans, hein, donc il y a 11 ans, on parlait vachement moins de ces thématiques à cette époque-là. Tout le monde me disait que j'avais un discours quand même dur, enfin voilà, que c'était compliqué, que j'allais peut-être trop loin. Alors que de le faire, de le partager avec les gens, ça passait tout seul en fait. Donc on est parti de ça aussi au sein de l'association, de montrer plutôt et de partager et de faire avec les gens et de partir aussi des gens. Parce que moi, je considère que, on considère au sein de l'association que tout le monde a apporté, tout le monde mange, on le disait tout à l'heure, donc tout le monde a une opinion là-dessus et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ce qui me paraît aussi intéressant, c'est de partir aussi des autres. Voilà, à partir des autres. Et puis que c'est une histoire et qu'on ne change pas comme ça. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, des ateliers qu'on a pu faire, des ateliers culinaires ou des banquets qu'on a pu mettre en place, on est parti là-dessus. Bon, voilà, je suis partie très loin. Voilà, mais voilà pour la présentation de l'association. Donc, c'est de partir sur l'alimentation durable. Maintenant, c'est un concept qui est beaucoup plus connu. Mais c'était de partir de l'alimentation durable et d'essayer de sensibiliser les gens aux grands enjeux que ça provoquait et d'essayer de leur donner des outils pour pouvoir agir. Voilà. Donc après, je peux décrire un petit peu les activités aussi de l'association. Oui, c'est ce que j'allais te proposer, Laure, peut-être de rentrer dans les détails de c'est quoi un atelier, qui vient, quels sont les publics que tu arrives à cibler, est-ce que les personnes que tu rencontres, c'est des personnes qui sont déjà sensibles et sensibilisées, ou est-ce qu'au contraire, c'est des personnes qui sont un peu sans connaissance et qui viennent découvrir? C'est voilà, peut-être rentrer dans l'activité et les publics que tu touches. Ouais. Alors, du coup, au sein de l'association, on s'est bien rendu compte, alors il n'y aura aucun propos négatif de ma part, hein, je me mets dedans, on va dire bobo, ou alors en tous les cas avec un bagage culturel et un niveau financier qui permettait d'avoir une alimentation, justement, qu'on dit bio, pas accessible pour la plupart des gens. Et on s'est dit que nous, si on voulait vraiment orienter d'autres choix, il fallait qu'on s'adresse aux gens qui n'avaient pas accès à cette alimentation-là ou du moins qui n'étaient pas sensibilisés à ça. Donc, on a surtout travaillé avec des publics en précarité, donc avec des centres sociaux, des épiceries sociales. Moi, je suis partie avec ces gens-là au départ. On a vraiment voulu viser ces publics-là et les enfants. Donc, du coup, les ateliers culinaires, ils s'adressent surtout à des gens milieux sociaux qui sont assez compliqués ou qui n'ont pas en tous les cas les milieux financiers, enfin le bagage culturel et social pour avoir les bons réflexes, on va dire, alimentaires. Et du coup, moi, je pars… Alors, quand je fais je vais braquer sur les ateliers culinaires, mais très rapidement, en 5-10 minutes. Moi, quand je fais des ateliers culinaires, déjà, je ne fais plus un seul atelier culinaire. C'est-à-dire que je me refuse, c'est pas… on le disait tout à l'heure, c'est une histoire, donc je ne fais que plusieurs ateliers. Je trouve que pour rentrer dans un partage avec les gens, dans un rapport de confiance, il faut les voir plusieurs fois pour faire passer des messages. Donc, je fais à minima 6 ou 7 ateliers par an avec les gens. Je demande en général qu'ils reviennent, et d'ailleurs, ils le font, pour pouvoir avoir un vrai partage et vraiment une prise de conscience aussi des gens, parce que moi, j'ai limité ma consommation de viande, mais je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Donc, pour moi, vraiment, il y a cette partie de continuité dans les ateliers que je fais. Ensuite, on est dans la cuisine du quotidien. Moi, je considère que si on doit changer de ses habitudes, et je ne l'ai pas fait du jour au lendemain, je ne vais pas prendre une recette tous les soirs alors que j'ai mes gosses, que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas aller me prendre un bouquin de recettes pour faire ça. Donc, dans les ateliers culinaires, j'essaie de vraiment faire pratico-pratique. Par exemple, j'arrive avec un panier de légumes et je dis, voilà, on va faire une soupe. La technique de la soupe, c'est toujours un peu la même, mais même du gratin ou des boulettes, enfin voilà. Et on se dit, il faut que les gens se fassent confiance. Et donc, on part en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la technique, la méthode de cuisiner, c'est comme ça. Et après, on fait faire les gens. C'est important de faire et de ne pas montrer. Enfin, moi, je considère que c'est important aussi de se baser sur les gens. Et chacun va faire la recette à sa sauce. Et justement, on va partager et partir aussi de ce qu'ont fait les autres. Moi, je vais cuisiner aussi avec les autres. Ou des fois, moi, je me mets aussi dans le groupe et je dis, moi, je vais le faire comme ça. Et en fait, à la fin, on va manger ce que chacun a fait et partager et se faire un rendu autour de ça. J'essaye souvent aussi dans mes ateliers de partir des gens. Donc, il y a toujours un atelier où je dis,
voilà, moi, je vous ai montré des recettes, parce que j'essaye aussi de faire découvrir, c'est un échange. Et je leur dis à un moment, vous venez avec vos recettes. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir? Donc, voilà. Donc, sur les ateliers culinaires, je pars vraiment là-dessus. Et après, par contre, j'impose des choses. C'est vrai que j'ai un petit côté, des fois, rentre dans l'art. Mais je ne viens, par exemple, qu'avec des produits bio, qu'avec des produits locaux. Et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi avec ce public précaire, à la fin aussi, ils m'ont dit, comment toi, tu fais pour manger ça? Comment c'est abordable pour toi? Et du coup, on a eu des vrais échanges où à la fin, par exemple, au bout d'un an, j'avais fait des ateliers culinaires avec un jardinier, donc avec des légumes du jardin, où les gens aussi allaient jardiner. Et à la fin, ils m'ont dit, nous, comment tu fais pour faire ça? Et je leur ai dit que moi, je faisais partie d'une coopérative d'achat, que j'achetais aussi de la viande en gros. Et eux, ils ont voulu faire ça aussi. Ils se sont dit, ouais, c'est pas mal. Tu nous as convaincus, il y a du goût. Parce que c'est important aussi de développer ça, de faire goûter des produits différents. Enfin, moi, je pense que aussi, ce qui est important aussi, c'est la découverte des autres possibles. Moi, je sais qu'il y avait une dame qui avait une 50aine d'années qui m'a dit, si j'avais vu ça avant, j'aurais peut-être pensé différemment. Et ça, cette dame-là, elle m'a marqué. C'est vrai que souvent, on croit que, voilà, que c'est des choses, des fois, que c'est basique et qu'effectivement, c'est évident parce qu'on le pratique tous les jours. Et en fait, voilà, moi, je trouve que c'est important de faire découvrir d'autres possibilités de se nourrir, d'autres manières de faire. Et en fait, en général, les gens, ils sont séduits ou pas. Mais s'ils sont séduits, en tous les cas, ils viennent vous poser des questions. Donc, c'est important de faire découvrir autre chose, un autre goût, d'autres produits, d'autres manières de manger. Pour les ateliers culinaires. Laure, il y a juste une question. Combien de personnes par atelier en moyenne? Alors, moi, je fais des petits groupes parce que je suis toute seule et je trouve que sinon, après, c'est de l'abattage. Donc, je fais 10-12 personnes. D'accord. Et pareil, juste comme ça, on pourra répondre à une question de Camille. Ton statut, Laure, du coup, dans l'association, peut-être si… Alors, moi, je suis salariée de l'association maintenant. D'accord. J'ai été membre fondatrice, j'ai été bénévole pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, on a pu se salarier justement en partie avec l'activité d'éco-traiteur aussi. D'accord. Donc, en fait, c'est l'activité éco-traiteur qui génère un modèle économique qui permet… Alors, plus maintenant parce qu'elle a été enlevée, parce que c'est devenu une activité. À la fin, nous, c'était vraiment une activité de sensibilisation et pas une activité commerciale. Et donc, à un moment, dans l'association, il y a eu des questions par rapport à ce modèle-là. Et donc, il y a une partie de l'équipe qui est partie pour développer ce service éco-traiteur. Et donc, ça a été sorti de l'association parce que ça fonctionnait et que voilà. Et moi, j'avais envie de faire de l'accompagnement de professionnels, plutôt de la sensibilisation. J'avais envie de partir là-dedans. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une assise aussi, parce que je n'ai pas parlé de cette partie-là, mais voilà, on fait de l'accompagnement de professionnels. Et nous, ça nous a donné une vraie assise parce que moi, je pratique ce que je dis. J'ai fait à manger pour 250 personnes dans ces conditions-là. Et donc, quand je parle à des cuisiniers, ils me regardent d'un autre œil parce que sinon, je suis la petite minette qui arrive pour parler, pour dire ce qu'il faut faire. Ils ne vont pas me croire. Donc, au sein de l'association, d'avoir fait cette activité-là, elle nous donne de la légitimité, vraiment, vis-à-vis des professionnels. Et donc, du coup, juste encore une fois, comme ça permet de répondre à la question de Camille en même temps pour faire la suite. Donc, du coup, aujourd'hui, l'activité traiteur est devenue une entreprise au sens classique du terme. Enfin, elle a pris son envol et… Non, c'est une des personnes qui l'a menée. Alors, au début, il y avait un groupe et puis, en fait, ça s'est disloqué. Donc, il y en a 2 qui ont mené 2 activités en parallèle d'activités d'éco-traiteurs. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'entreprise qui a été créée. Il y a des mini-entreprises, mais pas d'entreprise vraiment qui a gardé les idées qu'on avait eues du départ. Non. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Et donc, du coup, parce que nous, on a continué à faire des banquets, en fait. Comme on trouvait que ça devenait quelque chose de commercial, on a continué à faire des banquets. Je peux parler des banquets anti-gaspillage qu'on a lancés, qu'on souhaite aussi continuer sous d'autres formes. Alors, les banquets, l'idée, c'est de faire participer les gens, les citoyens, justement. Alors, on a mené des banquets anti-gaspillage, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu une 50aine de bénévoles. L'idée, c'était de montrer au grand public et aussi de nouer des partenariats avec la grande distribution pour montrer la masse de gaspillage alimentaire qu'il y avait et juste de se rendre compte. Parce que même moi, j'ai commencé à faire de l'accompagnement de professionnels et aussi à sensibiliser les gens et je me suis regardée déjà moi, parce que ce que je disais, c'est important aussi de partir de soi. Et donc, je me suis rendu compte que je gaspillais finalement. Donc, je n'allais pas donner des conseils aux gens comme ça. Donc, je me suis occupée aussi de mon gaspillage, de mon propre gaspillage. Et en fait, je me suis dit que c'était important peut-être qu'on s'en rende compte. On ne se rend pas compte qu'on gaspille. Quand vous posez la question aux gens, la plupart des gens, ils disent non, mais moi, je fais attention. C'est très rare qu'on dise qu'on gaspille. Enfin, voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte des fois des petites quantités, mais même en termes de boissons, par exemple. Bon, je ne parle pas de la bière et tout ça, mais de l'eau, par exemple, l'eau, thé, café.
qu'on gaspille. Et du coup, ça me semblait important de repartir de moi et donc que les gens prennent conscience. Donc, on a fait des banquets pour récupérer les invendus de la grande distribution. On a fait des repas avec les bénévoles. Donc, on avait des structures qui nous accueillaient pour faire de la cuisine en grande quantité. C'est les bénévoles qui faisaient le repas, qui récupéraient aussi tous les invendus de la grande distribution. On a préparé des repas et on a fait ça 5 ou 6 fois. Et une fois, on a réussi à distribuer plus de 500 repas. Ça a duré une semaine. On a récupéré 1500 kilos de nourriture. Et on a proposé 500 repas sur la place Gambetta, et ce qui nous a permis, voilà, les bénévoles, ils ont adoré. Puis on se rendait compte aussi, on avait fait une fresque où les gens pouvaient aussi donner leurs bonnes idées. C'était aussi de s'appuyer aussi sur les gens et de dire qu'il y en avait plein qui avaient des bonnes idées pour éviter de gaspiller. Voilà. Je suis obligé de lire le commentaire de Sandrine qui dit la bière, on ne gaspille pas. L'eau, le café, il faut faire des efforts, mais la bière, il ne faut pas faire d'efforts pour ne pas la gaspiller. Laure, si on revient sur le thème donc, du coup, du vivre ensemble grâce à et notamment en y mettant comme objet de connexion l'alimentation, donc tu nous as parlé finalement de ta volonté d'attirer un public diversifié en allant vers les personnes en précarité. Est-ce que tu arrives à créer cette mixité avec justement les bobos historiques que tu as toi-même qualifiés de bobos, mais est-ce que tu arrives à faire des brassages? Est-ce que l'alimentation permet ce brassage? Est-ce que lorsque vous cuisinez, tu arrives à brasser ou pas? Alors, pour être très honnête, dans les ateliers culinaires, non, pas réellement. Et même des fois, moi, je me souviens aussi d'un atelier que j'ai fait dans un quartier où il y avait pas mal de femmes maghrébines. Et en fait, même des Françaises se sentaient exclues parce qu'elles parlaient beaucoup entre elles. Et du coup, c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué, mais au bout du temps, au bout d'un certain temps, si on a réussi à faire cette mixité-là, mais c'est surtout durant les banquets, par exemple. Les banquets, il y a une vraie mixité parce que tout le monde vient de différents horizons. Et là, vraiment, la mixité, elle se fait. Et sinon, je vais parler d'un autre projet. C'est un projet de forêt comestible. Tout à l'heure, Noémie a parlé d'un projet de forêt comestible qui avait lieu aussi, je ne sais plus où, mais dans le Nord-Pas-de-Calais. Le projet de forêt comestible qu'on a, donc on s'est de créer en fait un milieu, c'est de reproduire le milieu forestier, mais avec des arbres comestibles, et donc de faire ça dans l'espace public. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'espace public, mais en tous les cas, on fait ça sur un terrain privé, mais c'est ouvert à tout le monde. Et vraiment, avec ce qui s'est passé aussi avec le confinement et le Covid, là, on a fait de la mixité, réellement. C'est-à-dire intergénérationnelle, interculturelle, enfin voilà, parce que c'est un lieu qui permet de faire ça. Dans les ateliers culinaires, c'est aussi parce que je m'adressais aussi à des structures. Et donc, je pense que le public était déjà plus ou moins choisi. Voilà, mais je n'ai pas réussi réellement à le faire dans les ateliers culinaires, mais peut-être aussi parce que le format ne le permettait pas. Peut-être que si j'avais ouvert et que j'avais fait des ateliers sans les structures, peut-être qu'avec moins l'appui et quelque chose de plus ouvert, peut-être que j'aurais réussi à le faire, mais jamais trop finalement. Non, on revient toujours un peu, c'est des copines qui vont s'inviter. Voilà, ça va prendre beaucoup de place dans le groupe et voilà. Mais je n'ai pas réussi à le faire dans les ateliers. Par contre, pendant les banquets et sur le projet de forêt comestible, si réellement je l'ai fait. Là, c'est un vecteur de cohésion. Et aussi, les gens, on leur donne les moyens d'eux, on leur donne les outils. On part de peu, en fait. Dans les banquets, on demande juste aux gens, par exemple, de venir récupérer. Enfin, c'est accessible. Et donc, du coup, les gens viennent beaucoup plus facilement. Une question de Daphné. Est-ce que les habitants et les professionnels avec qui tu travailles te questionnent sur ton parcours professionnel ou sur ta légitimité? Est-ce qu'il y a cette relation-là de dire, de te questionner en disant, mais est-ce que vous êtes la grande prêtresse de l'alimentation? C'est quoi votre légitimité? Ou est-ce que finalement, est-ce que finalement le fait de cuisiner ensemble, ça crée une espèce d'égalité presque naturelle? Bah, déjà, je n'ai pas imposé. Alors, je vais faire deux réponses. Vis-à-vis des professionnels, si. Je pense que si j'ai eu des questions sur ma légitimité, pour certains, mais en général, quand ça se passe mal, quand c'est compliqué, qu'ils n'ont pas envie de faire du changement, voilà, on questionne toujours l'autre par rapport à sa légitimité. Mais donc, beaucoup plus dans le milieu professionnel. Dans les ateliers culinaires, non. Parce que justement, c'est ce que je disais, je viens pas en faisant des leçons, enfin, je viens pas en donnant des leçons, je viens avec ce que moi, c'est ce que je leur dis, ce que moi, je trouve important pour moi, ce que j'ai découvert et je pars de l'idée que j'ai envie de leur faire partager. Donc, on est beaucoup plus dans une relation de partage. Et puis, comme c'est sur le long terme, il n'y a pas cette question de légitimité. Elle vient pas. Moi, pourquoi ils m'interrogent, c'est à la fin, c'est pour dire comment moi je peux faire. Je vois que toi, tu fais ça.
Je vois que tu nous parles de toi, ce que tu aimes. C'est ce que je leur dis. Je dis, moi, je parle de ce que j'ai envie de leur faire découvrir. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, ça ne sert à rien. Et puis, en plus, je le considère pas comme ça. Et donc, j'ai pas eu ces échanges-là avec les gens. C'est plus quand ils me demandent mon parcours, c'est peut-être plus parce qu'ils ont envie de le faire ou parce que ça les intéresse et de trouver les outils et voilà. D'accord. Et on gardera la question de Carmen et vous pourrez, Rabia et Laure, répondre toutes les deux à la question de Carmen sur les liens avec le monde agricole. Laure, encore une question. La motivation qui amène ces gens dans ces ateliers, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, ils sont à un centre social, ils ont une nouvelle activité, c'est cool, ils y viennent? Ou est-ce que tu sens qu'il y a une vraie motivation de découvrir le légume, d'apprendre à le cuisiner? Le pouvoir d'achat peut-être, en se disant, mais si jamais je recuisine des produits locaux, je vais gagner en pouvoir d'achat. C'est quoi la motivation qui leur permet de passer la première fois la porte? Alors, il y en a, c'est parce qu'ils sont obligés, très clairement. J'aime pas forcément, d'ailleurs, j'aime pas forcément mener ce genre d'atelier, mais ça arrive. Et du coup, faut absolument que je reparte dans un positionnement de découverte et plutôt de partage et d'échange. Mais sinon, non, c'est des gens soit qui ont des problèmes de santé, j'avoue. Donc, voilà, et qui ont envie de changer leur alimentation ou leur enfant. Il y a beaucoup de femmes aussi, c'est pour cette raison-là. Donc, qui ont envie de découvrir autre chose, peut-être des choses plus saines. Et dans le projet de forêt comestible, non, c'est vraiment dans l'idée de partager et de reprendre possession sur leur alimentation. Enfin, voilà, et de participer à quelque chose de collectif, vraiment. Et il y en a, c'est pour les sortir de leur isolement. C'est vraiment, enfin, quand on parlait de partage, ça, vraiment, ça, c'est très, très prégnant. Moi, je le vois là sur le projet de forêt comestible, on a fait passer un questionnaire. Ce qui revient, c'est le lien social. Les gens, ils viennent parce que c'est convivial, parce qu'il y a du lien. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on se sent tous concernés quelque part, ou en tous les cas, on se sent tous légitimes à parler de ça. J'ai rarement vu dans mes ateliers des gens qui se sentaient mal à l'aise avec moi. Alors, quand je vais voir des professionnels, effectivement, je leur apporte des outils, une méthodologie. Enfin, voilà, je suis dans un autre positionnement. En atelier culinaire, je n'ai pas ce positionnement-là. Mais je vais raconter juste une histoire. En fait, il y a quelqu'un qui est venu après, qui a fait d'autres ateliers derrière moi, par exemple, sur la cuisine végétarienne. Et j'ai fait des échanges avec les gens. Et en fait, elle est venue avec du tofu. J'ai rien contre le tofu, hein, mais c'était trop pour eux. Ça, on partait de trop loin. Et elles me l'ont dit, elles m'ont fait « Oh là là, le tofu !» Alors, elle fait des trucs recomposés et tout. Ça partait d'un bon sentiment, mais il faut vraiment repartir aussi de choses qui font partie de la culture de tout le monde. Enfin, voilà, les céréales et les légumineuses, tout le monde en connaît un peu. Enfin, voilà. Donc, de repartir aussi des goûts des gens et des choses pas trop compliquées au départ. Enfin, pour pas justement choquer, pour pas être dans quelque chose qui va trop changer les habitudes des gens et dans un discours trop, effectivement, peut-être trop, voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien, merci Laure. Il y a une espèce de tradition dans ces webinaires, j'aime poser une question aux intervenants, qui est de dire quel message positif est-ce que tu as envie d'offrir aux personnes qui nous écoutent? On a besoin de positif hein, en ce moment. C'est quoi le message, le sourire que tu as envie de partager? Alors moi, j'ai envie de dire que déjà, il faut se faire confiance parce que quand on a créé l'association de la graine à l'assiette, il y a 11 ans, on était parti sur justement la découverte l'alimentation durable, donc avec plein de concepts qui, du coup, à l'époque, n'étaient pas du tout évidents à mener. Le gaspillage alimentaire, je veux dire, à l'époque, ce n'était pas quelque chose vraiment dont on parlait. La cuisine végétarienne non plus. Et plein de gens nous ont dit, il ne faut pas partir là-dessus. Et en fait, je pense qu'il faut se faire confiance. Et à partir du moment aussi où on croit en ce qu'on dit, et où on a la passion de ce qu'on dit, je crois que n'importe quel message peut passer. Enfin, et à partir du moment aussi où il faut être humble aussi, il faut être ouvert aux autres. Voilà, moi, vraiment, je parle de découverte. Je ne me positionne absolument pas dans il faut faire comme ça. Voilà ce qui existe, voilà moi ce que j'aime et voilà ce que j'ai envie de vous partager. Merci Laure. Et alors, je pense que tu avais envie de partager un cadeau avec les personnes qui nous écoutent à travers cette vidéo. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la vidéo, on écoute après Rabia et on se retrouvera sur une séance de questions communes parce que tu vas voir, il y a des choses qui se croisent avec Rabia. Merci beaucoup, Laure. Du coup, Chloé, qui est aux manettes, va valider. Chloé, je t'en prie. J'ai eu la chance de grandir à la campagne et du coup c'est vrai que j'ai très jeune été sensibilisée à la culture, le jardin, le glanage et après je suis arrivée à la ville mais il me manquait cette connexion avec la nature. Au fur et à mesure des années, j'ai rencontré Laure. Bonjour, moi je suis Laure.
Bienvenue, je suis salariée de l'association de la Graine à l'Assiette, c'est l'association qui porte ce projet de forêt comestible. C'est une asso qui existe depuis 10 ans maintenant sur le territoire Picard, sur la région des Hauts-de-France, qui a pour but la réappropriation de l'acte alimentaire. Et ce projet, c'est un peu ça. Mélanger des cultures et de la nature. Parce qu'on le voit dans les haies, c'est que des espèces régionales. Là-dedans, il y a des choses qu'on peut récupérer, qui sont comestibles, c'est pour ça qu'on les a mises. Et dans un autre objectif, recréer des haies comme ça et des espaces qui sont denses avec des espèces sauvages, c'est ce qui permet vraiment d'avoir un bon impact sur la biodiversité. On va pouvoir créer des refuges pour des oiseaux, pour des insectes, et à côté, d'avoir des espèces fruitières pour l'homme et les cueillettes. Je me suis intégrée dans la Graine à l'Assiette. Et puis quand il y a eu cette idée de forêt comestible, c'est devenu du bénévolat plus que active. On a mis 100 espèces végétales. Il y en a 50 qui sont mellifères et il y en a 60 qui sont comestibles. Donc c'est pour ça que ce nom a été donné, parce qu'on est quand même à 60% des espèces qui sont consommables sous une forme ou une autre. Alors ici on est sur l'île Saint-Aragon, sur un projet interassociatif qui s'appelle les Terrasses de Bord de Somme. Donc c'est quelqu'un qui a racheté le terrain et puis il s'est dit que c'était trop grand pour lui et qu'il avait envie de faire ça à plusieurs. Donc il a créé un projet culturel et environnemental. L'idée c'est on héberge plusieurs projets, il héberge plusieurs projets environnementaux comme le nôtre, comme les Incroyables Comestibles qui ont un jardin partagé. Il y a le jardin d'Elzéar qui fait un projet de forêt serre. Donc il y a plein de projets comme ça. Et lui, l'idée, c'est de venir mettre des terrasses entre ces différents projets pour faire venir des événements culturels. À quoi on tend? Ouais, un lieu de connexion, un lieu d'échange, que ce soit par les savoir-faire, par les savoir-être. Et puis de rencontres à chaque fois qu'il y a un nouveau bénévole, parce que du coup, ça amène un regard différent. C'est chacun vient avec ses savoirs, avec son envie. Et puis même si on ne sait pas, c'est pas grave. On discute, on comprend pourquoi on fait ça. Du coup, c'est vrai qu'Antoine, là-dessus, adore expliquer. On sent l'envie chez lui. Il nous dit pas, mets ça là pour ça. Il y a, voilà pourquoi on le met. Voilà ce que ça va engendrer, pourquoi, etc. Du coup, il y a toujours du sens dans ce qu'on fait. Et un sens imminent et un sens aussi sur la vie, clairement. La base de la vie, sans arbre, pas d'oxygène, on va juste le rappeler. Et on a quand même tous les fruits qui peuvent pousser en Picardie, cerisier, prunes, et à chaque poire, pommes, une diversité de couleurs, de goûts, d'acidité. Et après, dans les haies, des espèces comme l'argousier. L'argousier, il est intéressant parce qu'au final, il a des fruits qui sont plus riches en vitamine C que le kiwi. Et ça pousse dans les Hauts-de-France depuis toujours. Donc on va faire venir des classes, parce que moi, ça me parle beaucoup, l'école du dehors aussi. C'est quoi une saison? Comment ça pousse? Une pomme, d'où ça vient? Comment ça se déroule? Et de le voir, d'être dans un endroit concrètement, c'est génial. Il y en a plein qui se posent quand même la question de dire ah ouais, mais si les fruits, si c'est un endroit qui est ouvert, les gens ils vont venir cueillir, ça va être n'importe quoi. Il faut qu'on fasse le pari de se dire que les gens ils sont capables, si on explique, de se respecter, de partager quoi. Mais voilà, c'est un pari qu'on fait quoi. L'ouvrir. Parce que le but c'est d'essaimer quoi. C'est pas qu'il y en ait une, ça n'a pas de sens. C'est qu'il y en ait plein partout dans la ville quoi. Donc ça s'adresse aussi aux collectivités qui investissent, qui redonnent des propriétés. Tu vois, au lieu de vendre ça à des privés pour construire des immeubles, qui donnent un terrain, tu vois, sur 30 ans. Parce qu'une forêt, on parle d'un projet sur 30 ans. Là, on est toujours sur des petits projets court-termistes dans nos sociétés. Donc là, c'est un truc, c'est très long, ça va être très long. Donc bien sûr qu'il faut des gens, parce qu'il va falloir que ça tourne et que ça continue pendant très longtemps. L'idée, c'est de la voir évoluer avec nous. Et avec les mentalités aussi. Comment recréer de la nature de manière efficace pour les agglomérations et en ville en fait surtout, pour se préparer à tout un tas de choses, le changement climatique. On l'a vu l'été dernier quand il a fait très chaud, ce qui n'était pas courant sur Amiens. C'est peut-être des choses qui vont avoir tendance à s'accentuer dans le futur et d'avoir des arbres, ça permet d'avoir un peu d'ombre et de fraîcheur pendant ces moments-là. Donc venir cueillir, mais pas seulement, venir aussi se promener, venir l'entretenir. Alors voilà, chacun il viendra y trouver ce qu'il a envie, photographier, passer du temps, voilà, autour de ce lieu-là, quoi. On est une quarantaine là de bénévoles. On a un site internet où tu peux venir t'inscrire.
tu viens essayer, et puis si ça te plaît, tu es inscrit sur une liste où tu es au courant de tous les chantiers. Merci Laure, ça permet de mettre des mots sur, enfin des images sur des mots. On a vu l'intergénérationnel et moi ce qui me marque dans la vidéo c'est vraiment la notion de sens, de dire mais finalement on arrive à faire ensemble, à vivre ensemble, à partager si on donne du sens et ne pas dire plante l'arbre là, mais expliquer pourquoi il faut le planter là. Merci Laure, on se retrouve juste après sur les questions. Merci de m'avoir fait redécouvrir la vidéo. Je l'avais pas vue. Noémie, avant de passer au projet La Maison des Faiseurs, peut-être, ce que ça m'évoque aussi, c'est des projets qui sont sortis lors du Marmiton. Je pense à la popote mobile, à la plus populaire des cantines. On a des liens forts avec ce que Laure nous a dit finalement. Et ça fera d'ailleurs transition avec Rabia. Ouais, carrément. Ouais, il y a des liens hyper forts parce que dans la popote mobile qui est sortie, il y avait, il y avait une notion d'itinérance, mais il y avait aussi cette idée d'atelier cuisine et donc qui faisait vraiment le lien entre les gens et toujours cette idée que partir de là où on est, quoi, de ne pas être dans une posture descendante, c'est hyper important et de laisser la place aux gens de faire, ça redonne confiance, ça redonne une place, ça redonne un sentiment d'utilité. Et je crois que dans Popote Mobile, c'est vraiment ça qu'on va essayer de montrer. Et il y avait banquet nomade, c'était deux actions communes. Et là, ça m'a fait penser au banquet anti-gaspi, quoi, forcément, de préparer ensemble dans des locaux insolites. Alors, c'est un peu au croisement de ce qui se fait dans les discos soupes. Et là, je vois le collectif éco-citoyen à Montreuil-sur-Mer, ils sont en train d'en relancer pas trop mal. Et puis, on fera aussi des dîners insolites là prochainement sur les territoires avec Pas-de-Calais Tourisme, avec leur soutien, quoi, et avec Opal & Co. Et donc, c'est des dîners dans des lieux insolites, mais aussi pour redécouvrir les produits locaux. Donc, il y a ce projet. Et puis, le deuxième, ouais, clairement, il nous fait penser beaucoup. Quand il est sorti, on a dit, bon, bah, c'est la Maison des Faiseurs. Hein. C'est la plus populaire des cantines. Alors, on parle d'un café, une grande table, du lien social, possiblement des plats ou des boissons suspendues. Enfin, le fait que les gens, ils viennent comme ils sont. Et puis aussi, peut-être des prix qui sont adaptables en fonction de la personne qui vient, de ce que chacun peut donner, pardon. Et qui sont des lieux intergénérationnels et interculturels. Et là, la Maison des Faiseurs, c'est ça, quoi. Et en plus, ils vont un cran au-dessus parce qu'il y a un projet de cuisine participative. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, je vais laisser du coup Rabia en parler. Bah oui, magnifique transition. Merci Noémie. Bonjour Rabia. Voilà, tu as entendu ce que Laure nous a dit, le lien Noémie. Même question, Rabia, que pour Laure, pour rentrer dans cette discussion. Qui es-tu quel est ce projet, la Maison des Faiseurs? Voilà, si tu peux partager avec nous. Bon, alors moi, je suis Rabia, donc je suis une des cofondatrices de ce beau projet de la Maison des Faiseurs. On est situé du coup aujourd'hui à Grosflier, à côté de Berck-sur-Mer. Et ce projet, alors, il s'est, on va dire, concrétisé, enfin l'idée claire du projet s'est concrétisée il y a 3 ans. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en même temps, voilà, c'est un projet, je pense, qui a mis des années à mûrir aussi chez chacun. Et il y a 3 ans, du coup, il y a eu une vraie idée qui a émergé. Et l'idée du besoin pour le territoire de créer un lieu qui soit participatif et solidaire. Voilà, à la base, c'était juste ça. C'était un ressenti. Un des cofondateurs, qui est mon conjoint Sébastien, travaillait dans le secteur caritatif, au Secours catholique. Moi, je travaillais en accueil de jour, en fait, en accueil de jour et en accueil de nuit avec les populations sans abri. Et puis du coup, je disais, mais c'est pas possible, quoi, d'avoir ces lieux comme ça, un endroit pour les migrants, un endroit pour les vieux, enfin je caricature, hein, mais un endroit pour les vieux, un endroit pour les gosses, un endroit pour les handicapés, un endroit pour les arabes, un endroit pour les noirs, un endroit pour… Voilà,
Enfin, il y a un moment, et tout ça, ça n'a absolument aucun sens. Aucune de ces personnes qui fréquentent ces lieux n'a envie de ça, de toute façon. Donc voilà, pourquoi ce besoin comme ça d'enfermer les gens, et pourquoi on ne crée pas un endroit où on va juste pouvoir passer du temps ensemble? Qu'est-ce qui est si compliqué? Et du coup, voilà, bon, on a rassemblé un certain nombre de personnes autour de nous, et puis on a dit, puisque du coup, personne n'y a pensé, ou personne n'a eu l'envie d'eux, et ben nous, on va essayer. Et on a porté cette idée auprès des habitants, auprès du territoire, auprès d'un certain nombre de personnes. On s'est mis à 4, on a acheté une carte de caravane, en fait. Du coup, chacun a donné 100 €, parce que du coup, on savait qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un local, il faut louer un local. Donc, on a dit, on a les moyens de prendre une caravane. Donc, on a mis tous 100 €. Et puis, un jour, on est parti sur Amiens, on a acheté une caravane, on est revenu, il y a une copine qui est maraîchère, Estelle, qui est bien connue aussi, qui nous a filé ses invendus de légumes. Et puis, on a fait notre premier festival RLI. On a cuisiné, du coup, avec les gens. On a fait les choses un peu à l'arrache, mais ça a été vraiment le démarrage de l'association et du projet de la Maison des Faiseurs. Et puis, alors on a essayé de porter notre projet auprès des élus. Et puis là, on s'est aperçu que ça allait être plus compliqué, que ça allait être beaucoup plus compliqué. Et que autant, on le portait auprès des gens, auprès des habitants, même du coup, auprès des associations, auprès d'un certain nombre d'institutions. Là, on avait de l'écoute, mais par contre, au niveau du territoire et en tout cas de ces élus, que c'était difficile. Et du coup, on a eu 2 solutions. C'est-à-dire soit au moment de se dire, on continue à… Excusez-moi, j'ai un expert faiseur qui s'en va et je m'excuse, je ne peux pas ne pas lui dire au revoir. Voilà, je m'excuse, mais je suis obligée. On va tous lui dire au revoir, en fait. Pardon. Voilà, parce que sans lui, c'est Gaëtan. Alors, Gaëtan, il vient de Saint-Omer. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Il a fait une route de dingue pour nous. Il est resté. Il n'a pas voulu partir tant que ce qu'il n'avait pas comment. Enfin, c'est vrai. T'inquiète. Je m'excuse, mais en fait, sans lui, et sans d'autres, en fait, je vous raconterai après, mais on n'en serait pas là. Donc voilà. T'inquiète. Bon, je sais que tu vas revenir. Ben donc oui. Voilà. Quand même. Voilà. Bisous. Passez une bonne journée et puis à bientôt. Bisous. Merci du coup. Il nous a fait notre plonge et ça nous a coûté 8 €. Voilà. Et on a une plonge dans notre cuisine. Voilà. Okay. Donc je vais aller voir après. Allez. Bisous. Bisous. Merci. Allez, à bientôt. Je m'excuse, mais notre projet, c'est ça. Donc, voilà. Oui, en fait, c'était un bel exemple de cette solidarité dans le projet. Merci Gaëtan. Voilà. C'était préparé, il faut le dire, Rabia, on l'avait préparé. On savait qu'il devait arriver à ce moment-là. Ouais. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais parce qu'il m'a ému, du coup. Alors, tu nous disais que donc c'était compliqué avec les élus. Voilà. Finalement, tu pensais qu'à partir du moment où il y a les habitants, ça serait l'autoroute. Et finalement, tu essayais de nous expliquer que c'était compliqué avec les élus. Oui, et du coup, on a eu 2 solutions. C'est soit de se dire, on essaye de forcer avec les élus et du coup, là, on va perdre de l'énergie, ou alors on fait notre route avec les habitants et puis ensuite, on verra bien, quoi. On verra bien. Et en fait, là aussi, ça a été assez extraordinaire parce que du coup, par exemple, il y a une habitante qui a dit, OK, vous ne trouvez pas de local, et moi, j'ai un café qui est vide en face de chez moi, je vais l'acheter. Et je vais l'acheter et puis je vais l'acheter pour vous, du coup. Et elle a acheté le café. Donc, dans un petit village, à Waban. Alors, il s'est avéré que, du coup, ce café, après, ça a été très compliqué parce qu'en fait, il y avait des travaux de toiture qu'elle n'avait pas anticipés. On a tout essayé pour vraiment essayer de choper des financements, des subs, trouver du soutien justement auprès des élus pour nous aider à installer notre projet dans le café. On n'a trouvé aucun soutien. Donc, du coup, au bout d'1 an,
avec Anne-Cécile, du coup, la propriétaire du café, on a décidé de le remettre en vente. Donc, notre projet n'a pas pu s'installer à Waban, mais en tout cas, il y a eu une habitante qui a acheté ce café pour nous. Ensuite, il y a une autre habitante qui a dit « Ok, bon, personne ne vous aide. Et ben moi, je vais vous faire un don de 15 000 € pour vous aider à lancer l'association parce que votre projet, il en a besoin. » Et notre projet, en fait, c'est ça. C'est vraiment, moi, je dis aujourd'hui, notre projet, nous, on était 4 au départ, on a juste rêvé. Mais en fait, ceux qui font le projet, c'est absolument, absolument, absolument pas nous, quoi. Il y a vraiment, c'est des gens, c'est des habitants à un moment qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre. Et c'est eux qui construisent le projet. Alors, 3 ans plus tard, on en est où aujourd'hui? On s'est installé à Grosflier, dans une auberge qui s'appelle l'Auberge des 4 Chemins, en location, du coup. Et puis, on a ouvert pour la première fois hier sur une terrasse qui a été construite à 150% en matériel de récupération. C'est un restaurant qui s'appelle Les Pêcheurs à Étaples, qui balançait sa terrasse, qui nous l'a donné. C'est des gens qui sont venus la monter avec rien, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire donc, Rabia, est-ce que, donc du coup, si... Oui. Merci pour ces émotions, pour cette émotion, cette belle histoire. Ce que moi je ressens, c'est que finalement, l'alimentation, le fait de manger, a été véritablement le lien de connexion, quoi. C'est ça qui a permis aux gens de se souder, de se fédérer en disant mais oui, on va faire une terrasse, oui, on va faire tourner une caravane, oui, on va se battre pour aller chercher les sous pour éventuellement réparer cette toiture. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment l'acte de manger qui génère ce vivre et faire ensemble? C'est l'acte de partager. Moi, c'est l'acte de partager, mais il y a l'acte de participer. C'est le besoin d'un lieu qui permette vraiment l'engagement et la participation. Alors nous, du coup, on a dû aussi apprendre le lâcher prise, hein, parce que clairement aujourd'hui, c'est plus notre projet. Enfin voilà, c'est clair, c'est net, hein. Moi, c'est absolument pas mon projet. C'est le projet d'habitants. Et nous, on est là pour, on appuie, on soutient, mais voilà, c'est absolument pas mon projet, quoi. Après, la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose, les gens adorent se retrouver autour de la cuisine. Et il y a quelque chose d'autre que je remarque, c'est que du coup, on s'aperçoit que même dans ces cultures les plus populaires, ce que moi je me revendique, je suis fille d'ouvrier, fille d'immigré, mais que du coup, les gens s'interrogent sur leur alimentation. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Ça fait partie de questionnements. Les gens aussi ont vraiment envie d'apprendre à manger autrement, d'apprendre à cuisiner différemment. Et du coup, c'est aussi pour ça, alors dans notre projet, comme le disait Noémie, il y a une cuisine participative, parce qu'on s'est aperçu ce que les gens voulaient, c'est cuisiner ensemble. Il y a l'acte de manger, mais il y a l'acte de cuisiner, du coup. Et effectivement, l'envie de se réinterroger sur leur façon de s'alimenter, de faire, sur leur façon de consommer, du coup. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller acheter des yaourts au supermarché alors qu'en fait, c'est pas si compliqué de le faire. Et puis ensuite, et en plus, ça me coûte beaucoup moins cher de le faire moi-même que d'aller le prendre. Nous, on est sur un territoire du rural, hein, donc on a des fermes, voilà, donc le lait cru est à 60 centimes, donc clairement, économiquement, pour une famille, c'est très intéressant. Et on s'aperçoit que les gens ont vraiment envie de se réinterroger sur leur façon de consommer et de façon de s'alimenter. Merci beaucoup, Rabia. Laure mettait un commentaire sur le chat là, qui disait que finalement, pour elle, c'était un manque de lieu de rencontre. Laure, ma question, c'est
c'est vrai dans ton projet ou c'est ce que tu ressens dans le projet de Rabia? C'est-à-dire que, est-ce que vous sentez toutes les deux la nécessité d'avoir un lieu physique dans lequel les gens disent OK, je peux venir ici pour apprendre, pour comprendre, pour partager? C'est cette nécessité d'avoir un lieu? Non? Après, moi, pour la forêt, c'est ce que j'ai ressenti comme à partir du moment où on a eu un terrain, et c'est pareil, c'est un peu la même histoire que Rabia, c'est quelqu'un qui était venu dans un des banquets anti-gaspillage qu'on avait fait et qui savait qu'on cherchait un terrain, que comme les collectivités nous a absolument pas aidés, lui, il nous a dit qu'il avait acheté un terrain et qu'il nous le proposait. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui sont venus apporter. Antoine qui gère la forêt, enfin voilà, au départ, il était bénévole, donc il nous a apporté toutes ses connaissances scientifiques. Après, moi, il y a plein de choses que je ne connais pas dans les plantes sauvages comestibles, c'est des gens qui sont venus l'apporter. En fait, les gens, ils ont besoin de se rencontrer, et encore plus dans le Covid, et de créer. Moi, je trouve ça génial, votre histoire. Après, c'est plein de gens qui viennent apporter. Nous, on a besoin de récupérer aussi plein de matériaux pour construire la cabane où on se rejoint. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est venu les apporter. En fait, les gens, ils ont besoin de donner, ils ont besoin de recevoir. En fait, c'est un lieu de rencontre. En fait, et cette histoire-là, de voir qu'il y a des gens qui ont dit, ben ouais, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas ça. On vous le donne pas. Ben moi, je vais te le donner parce que j'ai tel moyen, parce que j'ai tel truc. Et vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est ça. Et en général, les banquets, c'est pareil. Les gens, ils ont besoin de sortir, de voir d'autres gens, de partager avec les gens. C'est vraiment ça, moi, que j'ai ressenti. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le questionnaire qu'on a passé. Les gens, ce qu'ils disent, c'est ça, c'est le lien avec les autres, l'échange. Alors, Rabia, c'est peut-être un peu compliqué parce que j'ai cru comprendre que l'ouverture de ce lieu, c'était hier. Mais est-ce que d'après toi, c'est plus facile? Ouais, officiellement. Est-ce que tu sens que tout sera plus facile maintenant que les gens ils ont une adresse dans laquelle ils peuvent se retrouver? Cette importance du lieu pour le faire ensemble et le vivre ensemble? Plus facile, je ne sais pas, honnêtement. Maintenant, comment dire, moi, je ne sais pas en fait ce qui va se passer, je ne sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je ne sais pas le fil, de quelle manière il va être. Nous, en fait, psychologiquement, je pense qu'on est aussi dans un état un peu de dépossession et de lâcher prise. Je n'aurais pas imaginé. En fait, aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, quasiment jour pour jour, hein, du moment où on a acheté la caravane. Je crois qu'on l'a acheté le 17 mai 2018. Du coup, les anniversaires, c'est toujours des moments où on fait des bilans, des retours. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Clairement, je ne sais pas ce qu'on sera dans 6 mois, dans 1 an, parce que vraiment, c'est un projet de gens. Donc du coup, voilà. Par exemple, là, ce week-end, on fait nos premières planches apéro. Moi, pendant des semaines, j'avais réfléchi sur ce qu'il allait avoir de temps, enfin voilà. Et puis finalement, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui l'a composé, qui a fait les courses, qui a fait la présentation. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé, mais en même temps, c'est super. Voilà. Ouais, merci c'est totalement différent. Donc voilà, on verra. Merci pour cette leçon de lâcher prise, Rabia. Question à toutes les deux. C'est quoi vos liens avec le monde agricole aujourd'hui? C'est des parties prenantes importantes dans vos projets? Rabia, peut-être pour commencer, le temps que Laure allume son micro. Alors, pour nous, honnêtement, je pense qu'on a été tellement la tête dans le guidon aussi, là, hein, concrétiser le projet concrètement, les travaux, etc. Du coup, on n'a pas travaillé fort, on va dire, les liens avec le territoire. Il y a eu le Covid aussi, du coup, donc voilà. Maintenant, là encore, je fais confiance et je me dis c'est quelque chose qui va revenir, c'est quelque chose parce que ça fait partie du projet, c'est dans l'ADN du projet de travailler avec le territoire. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a à cœur. D'accord, merci. Et toi, Laure? Nous, un des buts de l'association, c'est quand même de mettre en avant les produits locaux. Donc, évidemment, moi, à chaque fois que je fais des ateliers, j'ai noué des liens avec différents agriculteurs à différents endroits les produits viennent de chez eux. Donc, c'est de mettre en avant aussi ce qu'il y a sur les territoires et de montrer aux gens, effectivement, où ils peuvent s'approvisionner. Donc,
soit je fais des liens, c'est de l'achat et de la mise en valeur, soit effectivement dans les banquiers anti-gaspillage. Du coup, au départ, c'était un peu plus compliqué avec les agriculteurs parce que comme la grande surface, ils refusaient de dire qu'ils gaspillaient. Enfin, eux, ils étaient parfaits. Et là, au fur et à mesure des années, on arrive beaucoup plus à avoir de l'approvisionnement dans le milieu agricole. Donc, sur le glanage, effectivement, là, on est dans un rapport beaucoup plus, on va dire, d'amis. Enfin, voilà. Et donc, c'est l'ouverture d'un lieu où il y a des gens qui possiblement sont soit des migrants, soit, enfin, voilà. Moi, je sais que je travaille beaucoup aussi avec ce genre de population. Enfin, et du coup, voilà, c'est plutôt, on va dire, des gens avec qui j'ai des liens qui sont devenus amicaux, quoi. Laure, pendant que tu as la parole, il y avait une question de Sandrine sur les sources de financement, notamment pour acheter les plants, le matériel. Peut-être deux mots sur les financements de la graine à l'assiette. Ouais. Alors, moi, je trouve ça génial, le projet de Rabia, parce que je pense qu'à partir du moment où on a des salariés quelque part, et je suis mal placée pour en parler, quelque part, on détruit un peu la dynamique bénévole. Enfin, c'est vrai. Donc, les gens, ils sont beaucoup appuyés sur moi aussi. Mais au départ, on avait décidé avec l'ensemble du groupe d'éco-citoyens là, qui me suit et que moi, je coordonne, en fait, simplement, de faire par don. Sauf que malheureusement, donc on a créé une plateforme pour récupérer tous les dons des gens et qui viennent les planter dans la forêt. Sauf que il y a eu le Covid qui est passé par là, donc ça n'a pas été possible de faire comme ça. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis allée chercher. Donc là, j'ai pris ma casquette de salarié et je suis allée chercher de l'argent. Donc il y a des financements publics et il y a des financements privés sur cette forêt-là. Des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Moi, je m'adressais qu'au public. Et là, je suis allée chercher aussi de l'argent privé parce que le public, on ne peut pas dire que. Enfin, c'est là où je rejoindrai Rabia. Des fois, ils ne se rendent pas bien compte. Voilà, ils sont pas, c'est pas des gens futuristes. Ils n'ont pas des visions, on va dire. Et du coup, j'ai été beaucoup plus soutenue par le privé que sur ce coup-là, sur la forêt, sur l'achat des arbres. Et puis notamment aussi parce qu'on s'est rendu compte que comme nous, l'année prochaine, on veut accueillir des écoles, des habitants, parce que le but, c'est quand même que la forêt soit réappropriée par les gens proches du lieu. Il nous fallait des arbres de 5-6 ans pour que ça vaille le coup, que ça représente quelque chose. Et donc, ça représentait quand même là un coût de 3 500 €. Alors qu'après, l'idée, ça sera de créer une pépinière citoyenne et que ces arbres, après, soient donnés, soient faits par nous et soient donnés après aux gens qui souhaitent créer une forêt. C'est un peu l'idée. Quand tu dis privé, mais tu n'es pas obligé de répondre, quand tu dis privé, c'est citoyens, entreprises, fondations? Alors, fondation, crédit mutuel, les banques, forcément, ils ont de l'argent. Et puis après, on a notamment avec les faiseurs, on avait participé aussi à des concours. Donc, on a gagné plusieurs concours qui étaient lancés par des privés. Donc, il y a la Fondation Nature et Découverte, il y a une huitaine, il y a 8 financements privés. Il y a la Mutualité française, il y a la Maïf, l'assureur militant. Qui c'est qu'il y a d'autres? Je fais de la pub. Moi, j'engage aussi pas mal de gens aussi à faire ça parce que ça peut fonctionner aussi. Ça fonctionne assez bien et ils sont assez friands de projets qui soient passés par des citoyens, eux, au contraire du public, on va dire. Et après, dans le financement public, il y a la DREAL, la DRAF. On a participé aussi au budget participatif, c'est bien ça aussi. C'est des bonnes… Pour arriver à… Donc, on a remporté le budget participatif du conseil départemental de la Somme. Voilà. D'accord. Parfait. Rabia, je m'en voudrais de ne pas te poser la question qui est de dire, est-ce que tu as un message positif, un sourire à offrir aux gens qui nous écoutent? J'ai envie de dire de rêver le plus loin possible, en fait. Voilà, de rêver le plus loin possible et puis de croire au pouvoir d'agir. Voilà, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, Rabia. Merci, Laure. Noémie, je pense qu'on a répondu aux questions qui étaient dans le chat, juste pour respecter l'heure annoncée. Peut-être un message de conclusion et aux personnes qui nous écoutent, si jamais vous avez des dernières questions à poser. En tout cas, moi, merci beaucoup, Rabia, Laure. Merci pour votre authenticité. C'est agréable d'avoir ces moments comme ça de complicité où on a l'impression qu'on est là autour d'une cheminée et qu'on refait le monde, mais en même temps avec des projets hyper concrets d'inspiration pour comprendre et pour agir. Donc, merci beaucoup. Noémie? On est à la maison. C'est ça, exactement. Ouais, merci les filles. C'est super d'avoir vos commentaires et de l'avoir avec vos manières d'être que j'adore. Donc, c'est trop bien.
Ouais, bah en fait, ça montre clairement que l'idée d'avoir des lieux comme ça identifiés et plusieurs lieux et qu'en fait on se connaisse et qu'on soit capable de mutualiser ensemble des moyens, des compétences et tout, bah, enfin, clairement, c'est ce qu'on a trouvé, ce qui donnait du sens, quoi. Et c'est ce qui donnait du sens à la maison de l'alimentation. C'est pas de surajouter un nouveau bazar, et surtout de mettre en lien ces lieux-là qui font déjà et en fait de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait ensemble quoi. Et pour que ça ait du sens pour les habitants et que ça ait de la visibilité et que ça rende aussi attractifs nos territoires parce qu'il faut qu'on montre quand même tout ce qui se passe en termes de dynamisme social et solidaire sur nos territoires quoi. Donc voilà, il y aura des beaux projets de réseau qui vont sortir de ça, on l'espère. Et oui, moi je voudrais juste terminer avec la prochaine date, la dernière, last but not least, 8 juin. On a mis la thématique assez large de apprendre ensemble, comment sensibiliser à une meilleure alimentation. En fait, c'est un thème un peu croisé pour ce dernier webinaire. On avait 2 projets qui sont 70 printemps d'écart, donc qui voulaient vraiment mettre l'accent sur l'intergénérationnel, en quoi ça favorise vraiment le lien social et l'apprentissage pour les petits et pour les plus grands. Et donc, on abordera cette question-là. Et puis, les projets qui étaient vraiment tournés vers le tourisme, justement, et l'attractivité des territoires. Donc, il y avait le tourisme en rural et le sentier de l'assiette. Et en fait, c'est des projets qui mettent en avant les richesses, le patrimoine alimentaire, les producteurs et qui en même temps permettent d'apprendre des choses parce qu'on n'est pas dans un format soit que de convivialité, soit que de tourisme, mais dans une forme de tourisme un peu apprenant. On appelle ça un tourisme expérientiel. Donc en fait, la personne, elle est actrice. Elle est là à côté des acteurs locaux et elle voilà, et en fait, elle est actrice avec tout un écosystème. Donc, on peut soit planter des légumes, soit apprendre des choses, ou manger ensemble, ou préparer ensemble. Donc, c'est un peu ces choses-là qu'on va aller voir la prochaine fois. Et puis bah, après, on se donnera rendez-vous en vrai sur les lieux qu'on vous a un peu présentés. Et puis, on continuera toutes ces belles actions, ces moments inspirants. Et puis surtout de réfléchir ensemble à comment on les implante. Voilà. Merci Noémie. Je pense, Chloé, que le lien d'inscription pour le 8 juin est prêt. Il est magnifique. Il est dans le chat au moment où on se parle. Voilà, merci tout le monde. On était sur un format plus resserré aujourd'hui et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce format où j'ai l'impression qu'il y a encore plus de complicité. Merci alors, merci à Rabia. Et ce moment a été enregistré, donc il vous sera envoyé par mail. Donc vous pouvez le revivre et le partager aux personnes qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée et bon après-midi à tout le monde. Prenez soin de vous et profitez des terrasses. Merci à tous. Merci tout le monde.